3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce week-end de All-Star Game? Pour moi c'est génial, c'est toujours une semaine de fête, donc c'est toujours la grande forme. Et c'est encore plus la grande forme quand on sait qu'on part en best-of de live en mode Crystal Ball. Ouais, lundi sur Twitch, on a parlé de tous les événements qui allaient avoir lieu pendant le All-Star Game, du concours jusqu'au match des étoiles. On a évoqué le Rising Stars, le Skills Challenge, le 3-Point Contest, le Slam Dunk Contest et bien sûr le All-Star Game. On a même évoqué le Clutch Challenge rapidement, histoire d'être au maximum complet. L'idée, c'était de vous présenter le format de chaque concours, parce qu'il y en a pas mal qui ont évolué, de vous présenter les candidats et à chaque fois de vous faire voter pour votre favori. Et pour avoir la réponse, de toute façon, il n'y aura qu'une seule solution, ce sera de regarder l'All-Star Game, et le mieux pour ça, c'est le NBA League Pass, un must-have pour tous les fans de NBA. Bah ouais, avec cet outil, vous pourrez regarder tout ce qui se passe entre vendredi et dimanche, que ce soit en direct ou en différé, à votre guise. Ah mais guise. Vous aurez même accès, avec les archives, à tout plein de All-Star Game de légende, et personnellement, moi, le 2001 m'avait particulièrement marqué, si vous voulez un conseil. Et là, le bon plan à connaître, c'est que si vous n'avez pas encore profité de ça, vous avez 7 jours d'essai gratuit, donc vous pouvez vraiment en profiter. Ce sera l'occasion de mater tout le All-Star Weekend à l'œil et de kiffer un maximum. Yeah baby. Sachant qu'après, je vous proposerai un autre nouveau bon plan, donc restez connectés, notamment sur Instagram, parce que vu que je suis toujours ambassadeur de NBA Europe, il y aura une belle offre pour vous. Mais bref, je n'en dis pas plus, c'est l'heure de passer à notre sujet du jour. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Quels seront les gagnants des différents événements de ce All-Star Weekend? Pour commencer, on va parler du Rising Stars, qui a un fonctionnement qui est très nouveau aussi cette année, parce qu'il fera s'affronter 4 équipes de 8, et dans chacune des équipes de 8, il y aura un joueur de G-League. Il faut savoir que ce sont les 4 joueurs de légende qui ont choisi leurs équipes et qui serviront de coach. Comme vous le voyez sur le visuel, il y a Rick Barry, Isaiah Thomas, Gary Payton et James Worthy. Donc tous ont fait une draft avec un mélange de sophomore et de rookie, et avec une obligation pour chacun de prendre un joueur de la Innate Team en G-League. Là, ça va être un principe qui va se jouer en 3 matchs du coup, donc 2 demi-finales avec un target score de 50 points et une finale avec un target score de 25 points. Donc c'est-à-dire le premier qui arrive à ce score remportera son match. Le MVP de l'édition de l'année dernière, c'était Miles Bridges, après la victoire de Team USA sur Team World. Il y avait eu une déculottée un peu, il y avait eu 20 points d'écart, 151 à 131. Là on verra qui sera le MVP de cette saison, parce que Miles Bridges ne participe pas à cette édition vu qu'il est dans sa 3e année. En tout cas on a quand même des beaux noms dont on va parler. Il faut que j'ajoute aussi, il va y avoir un petit concours de shoot aussi juste avant la finale, mais ça ce sera plutôt pour le fun que pour le vrai Rising Stars et le vrai fonctionnement de ce Rising Stars. La première équipe dont je vais vous parler, c'est la team Rick Barry, avec Kate Cunningham, Dyson Daniels, qui est le joueur de G-League, lui, qui est un arrière, Evan Mobley, Isaac Okoro, Alperen Sengun, Jason Tate et Franz Wagner. En fait, moi j'aime bien cette team parce que je trouve qu'on a un bel équilibre intérieur-extérieur. Les 2 stars, je me dis, ce sera probablement les 2 rookies, Kate Cunningham et Evan Mobley. Je trouve que ces 2 joueurs-là sont hyper complémentaires en plus. J'ai hâte de voir leur connexion, qui pourrait envoyer du bois, ça je le cache pas. Des 2 côtés du terrain, ça peut être fort, parce que c'est des joueurs qui peuvent aussi défendre. Surtout qu'autour d'eux, je trouve qu'il y a des joueurs de devoir. On a Okoro, qui est un sacré défenseur, qui peut être un mec très très athlétique. À l'intérieur, on a Franz Wagner et Alperen Sengun, qui possèdent de très bonnes mains et qui offensivement peuvent faire de belles choses, donc dans la raquette, et Jason Tate qui est un gros guerrier, lui je trouve qui peut faire le sale boulot. Donc encore une fois, si ça veut bien jouer autre chose qu'un basket d'attaque, et ça c'est pas encore sûr au Rising Stars, on verra bien, ça peut être une équipe qui est intéressante en tout cas. Et enfin, il faut que je parle de Dyson Daniels, le petit de la Innate Team, le petit G-League, qui est un gros scoreur avec quelques qualités défensives lui aussi qu'il faut noter, et curieusement je trouve que cette équipe, elle dénote pas mal avec son coach Rick Barry, parce que Rick Barry lui c'était un gros shooter qui se préoccupait très peu de la défense. Là on a une team avec beaucoup de qualités défensives je trouve, mais pas mal de lacunes au shoot extérieur. Et mine de rien, dans un Rising Star, ça peut être embêtant de manquer de shoot extérieur, d'autant plus avec un target score, où je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont essayer de vouloir enchaîner les 3 points pour atteindre le score le plus vite possible. Ça peut peut-être manquer, mais bon, on sait jamais, peut-être que des joueurs peuvent prendre feu, surtout s'il y a peu de défense, donc on sait jamais. Notez la team Rick Barry, retenez dans votre tête ce que vous en pensez, avant que je vous propose le vote une fois qu'on aura présenté tout le monde. Ensuite, la team Isaiah Thomas, avec Precious Achiuwa, Desmond Bane, Saddiq Bey, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jaden Hardy, de G-League de la Innate Team, et Isaiah Stewart. Là encore,
il y a une équipe qui me plaît chez Isaiah Thomas. Lui aussi a choisi d'élaborer, je trouve, dans sa draft, un effectif qui est assez équilibré entre l'intérieur et l'extérieur, voire qu'il y a quand même deux gros monstres là, avec leurs dreads dans la raquette, comme Precious Achiuwa et Isaiah Stewart. Ben, je me dis que ça peut envoyer du bousin, franchement ça peut déménager sévère. Autour d'eux, on a quand même de gros shooters avec Desmond Bane et Saddiq Bey, même si Saddiq Bey fait une saison où il est un peu plus maladroit, ça reste quand même un bon shooter, et tout ça, moi ça me semble ultra complémentaire, surtout qu'autour d'eux, on a un meneur intelligent comme Tyrese Haliburton, qui vient d'arriver aux Pacers là, qui j'en doute pas pourra prendre des gros shoots lui aussi, parce que pareil, c'est un bon petit sniper, mais également distribué à bon escient, et ça je trouve que c'est important dans le All-Star Weekend, quand on veut jouer un basket rapide, d'avoir un bon distributeur. Surtout que là j'ai pas encore parlé de tout le monde, et en y ajoutant une future superstar, qui est peut-être même déjà une superstar comme Anthony Edwards, ce sera sûrement la grosse sensation de cette team Isaiah Thomas, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Le mec avec son talent au scoring, son sens du spectacle, mais aussi son mental, sa motivation, la confiance qu'il a en lui, il semble être construit, il semble être fait pour ce genre d'événement. À mon avis, il va avoir vraiment à cœur de briller et j'ai hâte de voir ça. Et puis pour finir cette équipe, comme d'habitude, il faut que je vous parle du petit gars de G-League, Jaden Hardy, qui lui aussi présente certaines qualités. Pareil, c'est un arrière, de toute façon on n'a que des arrières qui viennent de G-League. C'est une machine à scorer, hein, comme la plupart de ces mecs de G-League, qui lui est très athlétique, qui a un premier pas qui est vraiment létal, qui peut montrer de belles choses, et définitivement, moi, cette équipe Isaiah Thomas, je trouve qu'elle est pas mal. La troisième équipe, la team Gary Payton, avec LaMelo Ball, Scottie Barnes, Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Scoot Henderson, de G-League, Jaden McDaniels et Davion Mitchell. Bon, si Rick Barry et Isaiah Thomas ont fait attention à l'équilibre entre les postes, c'est pas du tout le cas de Gary Payton. Parce que quand on voit cet effectif, à part Jaden McDaniels qui joue au poste 4, et qui est plutôt réputé comme un spécialiste de la défense, il y a aucun intérieur dans sa team. On a un Scottie Barnes qui est polyvalent, qui peut peut-être dépanner un petit peu au poste 4, et j'aime beaucoup ce qu'il fait à Toronto en tant que rookie, hein, mais c'est clairement pas un intérieur de base. En fait, il y a juste, parce que ce que je disais, hein, McDaniels c'est un poste 4, il y a juste aucun pivot de métier dans ce roster. Et quand on voit comment sont équipées certaines des autres teams dans la raquette, ça peut faire peur. Cependant, je me dis, dans cet effectif, ça peut aller vite, ça peut aller très vite avec tous ces arrières, avec un LaMelo Ball à la baguette, il faut s'attendre à ce que les passes fusent, je disais juste avant, c'est bien d'avoir un playmaker dans ce genre d'événement, et les transitions peuvent réellement s'enchaîner dans la team Gary Payton. Dans ce contexte de Rising Star, ça peut largement suffire en fait. Si on ajoute à ça Ayo Dosunmu et Davion Mitchell, des rookies qui sont tout plein de culot, des bulldogs aussi qui montrent des bonnes choses des deux côtés du terrain, donc surtout en défense, hein, bien sûr, à Chicago et à Sacramento, mais qui ont aussi quelques qualités en attaque, notamment Dosunmu, hein, qui met des gros shoots cette saison, mais aussi Chris Duarte, qui pareil, shoot bien, qui est très intelligent, qui a passé 4 ans à la fac et qui est un joueur mature, et on se rend compte que malgré le déséquilibre entre les extérieurs et les intérieurs, il y a beaucoup d'éléments intéressants dans cette sélection. Donc il faut ajouter pareil le petit joueur de G-League, Scoot Henderson. On avait fait une vidéo qui était consacrée à lui sur Basket Info récemment, donc si vous connaissez pas ce joueur, il faut aller la voir, parce que c'est le plus jeune joueur de G-League qui est doté de vraies qualités au scoring et qui a été en G-League dans la Innate Team la grosse sensation de ce début de saison, parce qu'il a un an de moins que tout le monde. Bref, ça va peut-être pas prendre beaucoup de rebonds, c'est sûr, cette team Payton. Ils ont intérêt à mettre leur shoot du premier coup, parce qu'ils auront peut-être pas beaucoup de chance, mais au moins, ils vont pas avoir beaucoup de deuxième chance, je voulais dire, mais au moins ça va fuser, ça va aller très vite, et si ça met tout plein de contre-attaques, ça peut peut-être très vite atteindre les target scores. On termine avec la team James Worthy, avec Cole Anthony, Marjon Beauchamp, Josh Giddey, Jalen Green, Herb Jones, Tyrese Maxey et Jalen Suggs. James Worthy, déjà on en a pas mal entendu ces derniers temps, il a pas mal critiqué les Lakers, il s'est pas gêné, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, et ce qu'on voit, c'est que tout comme Gary Payton, Worthy, dans son effectif, il a qu'un seul vrai intérieur avec Herb Jones. Mais lui, je me dis, vu comment il est solide, le joueur des Pelicans, le rookie des Pelicans, ça devrait faire l'affaire quand même. Il est sacrément costaud, il est sacrément intelligent, et c'est un super défenseur. Et puis à côté de lui, comme dans la team Payton, je pense que ça devrait aller très vite, parce qu'on a beaucoup de joueurs spécialistes du 1 contre 1, qui sont très bons en ISO. Là, je cite entre autres Cole Anthony, Jalen Green, Tyrese Maxey, tout ça, ça a beaucoup de talent, hein, c'est sûr et certain, et ça pourrait quand même un petit peu croquer, j'avoue, c'est ma crainte. Mais bon, ça a quand même beaucoup de talent. Par contre, en plus de ça, si tous les trois sont dans une bonne vibe le soir du Rising Star, ça peut vraiment faire des étincelles, hein. Avec eux, on a 3 arrières qui peuvent créer, qui peuvent shooter en pull-up, qui peuvent mettre des brouettes de points, ça peut vraiment faire mal. Après, heureusement, autour d'eux, pour le jeu collectif, comme je disais, il faut des playmakers. On a un Josh Giddey qui est spécialiste des feintes, des appuis de fou, des passes aveugles. J'avoue
j'avoue que j'ai hâte de voir un joueur comme Guidé dans ce Rising Stars. À mon avis, il peut faire des chouettes choses à la passe, et souvent, je le cache pas, les Rising Stars, je les aime bien pour toutes les passes aveugles qu'il peut y avoir. On aura aussi Jalen Suggs, qui a un côté floor général, qui est un mec très très athlétique aussi, donc pareil, dans ce Rising Stars, il peut faire de belles choses. Et à leur côté, en provenance de G-League, encore en arrière, avec Marjon Beauchamp, qui est un gars avec une envergure qui est monstrueuse, qui est très athlétique, très scoreur lui aussi, comme tous les autres, qui peut créer son tir, qui peut mettre de loin, lui je pense que c'est un bon shooter, et voilà, en fait, si on fait le bilan sur cette team, je pense que je la trouve un petit peu qui tout double, parce que si les croqueurs croquent trop, je suis pas sûr que ça fonctionne bien, mais si tout clique et que tous les gars sont en mode 1 contre 1 et en super confiance, attention à cette team James Worthy, parce que ça pourrait planter des buckets dans tous les sens. Ok, donc on arrive à la fin et c'était très 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 serré. Pour vous, ce sera la team Isaiah Thomas qui gagnera d'une courte tête. Donc 36% pour la team Isaiah Thomas, 34% pour la team Rick Barry qui arrive juste en deuxième, juste après. Après, vous êtes 20% à penser que c'est la team Gary Payton et seulement 10% pour la team James Worthy. Donc vous croyez pas en la team Payton qui pourra aller très vite. Moi, j'avoue que j'avais un petit faible pour elle malgré le manque d'intérieur, mais je pense que comme vous, j'aurais mis une petite piécette sur la team Isaiah Thomas avec beaucoup de sophomores de valeur, avec un Anthony Edwards que j'attends très très fort, avec un Desmond Bane qui fait une saison de fou, avec deux gros déménageurs dans la raquette comme je le disais, avec Stewart et Achua, avec un Haliburton qui est un joueur que j'adore. Franchement, je pense que ma préférence va pour la team Isaiah Thomas, et moi aussi j'aurais voté pour la team Thomas, donc qui gagne d'une toute petite longueur face à la team Rick Barry. Le petit concours de shoot qui aura lieu pendant le Rising Stars, c'est ce qui va s'appeler le Clutch Challenge. Donc il y aura 5 spots où il faudra réaliser 5 shoots légendaires dans l'histoire de la NBA. Donc il faudra faire le petit baby hook de Magic Johnson qu'il avait réalisé en finale quand il était rookie. Il y aura le shoot à 3 points de Ray Allen dans le corner, le fameux réalisé en finale aussi. Le shoot à 3 points pareil après démarquage de Reggie Miller où il se démarque face à Michael Jordan qui a 45 degrés à 3 points. Il faudra aussi reproduire le shoot de Damian Lillard du logo qu'il avait réalisé face au Thunder, et le shoot en playoff super clutch de Charles Barkley, c'était en finale de conférence. Donc voilà, il faut réaliser ces 5 shoots et tous les joueurs seront divisés en équipes de 2. Donc on aura une équipe avec Tyrese Haliburton et Desmond Bane, une équipe avec Scottie Barnes et Chris Duarte, une équipe avec Josh Giddey et Evan Mobley, et une équipe avec Fan Bozeng et Michael Foster Jr. pour la G-League. Bon, là-dessus on va pas faire de vote parce que c'est quand même très compliqué de prévoir qui arrivera à reproduire ces shoots de légende, mais c'est un petit moment cool et un petit moment sympa, je trouve, de rendre hommage à tous ces shoots légendaires pour les 75 ans de la NBA. Je vous parle du deuxième événement, le Skills Challenge, et je commence par vous parler du fonctionnement. Donc ce sera le premier concours de la soirée du samedi, le Skills Challenge. C'est un concours qui existe depuis 2003, et depuis sa création, dans ce concours, il y a eu beaucoup de changements, mais c'était souvent des changements mineurs, alors que cette année, il va connaître un changement majeur. Parce que ça va être, pour la première fois, on va avoir un concours par équipe, et non un concours individuel. Cependant, l'idée globale reste un petit peu la même si vous allez voir, les modifications sont nombreuses, mais ce qui ne change pas, c'est que ce concours va demander des qualités de dribble, de shoot et de passe. Mais cette année, comme je disais, au lieu de voir les joueurs s'affronter individuellement, on aura 3 équipes qui ont été construites un petit peu par affinité. Alors pour commencer, il faut savoir qu'on aura 3 tours au sein desquels les 3 équipes participeront. Le premier round sera consacré au shoot, donc tous les joueurs de chaque équipe participeront, et pendant qu'un shootera, les autres prendront les rebonds. Chaque joueur en fait aura 30 secondes pour mettre un maximum de tirs depuis 5 spots différents qui auront tous une valeur différente. Et je crois qu'il y a une règle, tu n'as pas le droit de tirer 2 fois de suite depuis le même poste. Donc l'équipe qui aura le plus de points à l'issue de ce tour, une fois que les 3 joueurs auront shooté à tous les postes, remportera ce round. Et si on remporte ce round, on donne 100 points à son équipe. Après, on aura un deuxième round qui lui sera consacré à la passe. Donc là, on a tous les joueurs de chaque équipe qui participent en même temps et qui devront faire des passes dans des cibles qui seront mobiles à des distances variées. Pareil que pour les shoots, chaque cible aura une valeur de points différente en fonction de sa difficulté. Encore une fois, même chose, l'équipe qui fera le plus de passes, en tout cas qui aura le plus de points en fonction des cibles qu'elle aura touchées et dans laquelle elle aura mis le ballon, obtiendra 100 points pour ce round. Donc encore une fois, quand on gagne ce round, l'équipe numéro 1, on obtient 100 points. Et enfin, le troisième round, ce sera un relais, quelque chose d'un peu plus classique et qu'on connaît, un relais où il faudra enchaîner dribble, slalom, passe et tir dans le meilleur temps possible. Donc ça, c'est beaucoup plus proche du Skills Challenge qu'on connaît. On imagine qu'il faudra taper dans la main de son coéquipier pour que l'autre parte. Et là, c'est un round qui vaut un petit peu plus de points parce que l'équipe qui sera la plus rapide sur cette épreuve, qui se joue à 3, donc encore une fois, remportera 200 points. Donc à l'issue de ces 3 rounds, on fait les comptes, donc on regarde qui a gagné le round 1, le round 2 et le round 3, donc 100 points pour chacun des 2
premier round, 200 points pour le deuxième, et on voit qui sont les deux finalistes. Donc les deux finalistes vont s'affronter dans un dernier round, et tout se jouera sur des tirs du milieu de terrain, où les 3 joueurs enchaîneront chacun à leur tour. Donc les équipes passeront l'une après l'autre, donc un joueur prendra un shoot du milieu de terrain, le deuxième arrivera derrière, le troisième arrivera ensuite, et en fait c'est l'équipe qui fera le meilleur chrono pour mettre un shoot du milieu de terrain. Il y aura 1 minute 30 maximum pour le mettre, qui remportera ce Skills Challenge et qui sera déclarée championne. Donc l'année dernière le vainqueur c'était Domantas Sabonis, mais cette année forcément ce sera une équipe. La première équipe dont je vais vous parler c'est la team Antetokounmpo avec les 3 frères, donc Alex, Giannis et Thanasis. Donc ouais, l'équipe des frangins, je trouve ça super fun que 3 frangins se réunissent. Bon, en termes de skills, je suis pas sûr que ce soit les plus giftés du monde, hein, notamment Thanasis et Alex. La famille Antetokounmpo c'est quand même beaucoup plus des monstres athlétiques que des meneurs qui savent dribbler, faire des passes et tirer. Bon après je dis pas non plus qu'ils savent pas dribbler, hein. Je dis pas qu'ils savent pas faire de passe, loin de là, et je dis pas non plus qu'ils sont pas des shooters, même si j'ai quelques doutes. Je me dis juste que a priori ils disposent pas des meilleures qualités possibles pour un concours de la sorte. Mais bon, sur ce genre de truc tout est possible, sur ce genre de skills challenge tout est possible. Puis je me dis que l'événement, surtout pour les 3 frangins, ça va être l'occasion de rigoler un bon coup, d'être ensemble, et puis qui sait, hein, vu la nature compétitive de Giannis, ça peut faire un bon truc. Ce sera aussi également de voir l'occasion d'avoir l'occasion de voir à l'œuvre Alex, qui a 20 ans, qui évolue en G-League. Bon, il y brille pas beaucoup pour le moment, il a pas beaucoup de temps de jeu, mais ce sera l'occasion de voir les trois frères ensemble, et ça c'est toujours sympa. Et voilà, ça peut peut-être les motiver de façon particulière. La deuxième équipe, c'est la team des Cavaliers, avec Jarrett Allen, Darius Garland et Evan Mobley. Donc là, c'est la team des locaux, qui se connaissent très bien, qui jouent ensemble à Cleveland, et eux aussi, hein, ils devraient bien s'amuser. Il y a une vraie cohésion entre ces 3 joueurs, et forcément, ils seront les chouchous du public, hein, ils vont être portés. Donc avant, on parlait vraiment du Skills Challenge, comme le concours des meneurs de jeu. Là, on l'a vu chez les frères Antetokounmpo, il y a aucun arrière, et là, chez les Cavs, il y a carrément 2 intérieurs avec Evan Mobley et Jarrett Allen. Donc comme quoi les choses évoluent, hein, dans ce concours. Bon, après par contre, Evan Mobley, attention, parce que quand même, il a des skills pour un intérieur, et il pourrait briller dans ce challenge, hein. Il sait dribbler, il sait shooter, il fait pas mal de choses. C'est un intérieur super polyvalent. J'ai un peu plus d'interrogations par contre concernant Jarrett Allen. Les rares fois où je l'ai vu dribbler, c'était pas ouf. C'est ni un grand shooter ni un grand passeur, mais c'est pas grave, je le répète, on est là pour se marrer, et ces dernières années, en plus de ça, on a quand même vu plusieurs intérieurs qui ont gagné, hein, avec Karl Anthony Towns ou Domantas Sabonis. Donc sachant que avec eux par contre, il y aura un Darius Garland qui lui est un meneur. En vrai, je veux pas du tout enterrer cette team des Cavaliers. Avec Garland, on a un mec qui est rapide, qui est adroit, qui lui est un super passeur, qui est un bon shooter, et à lui tout seul, je me dis, il pourrait porter sa team dans ce contest. Donc je le vois bien rattraper le potentiel retard pris par ses coéquipiers lors du relais par exemple, et je me dis que cette team des Cavaliers, elle a quand même quelques côtés intéressants. On finit par la team rookie avec Scottie Barnes, Cade Cunningham et Josh Giddey. Là, on a une équipe de jeunes loups, des rookies qui vont arriver le couteau entre les dents et qui auront à cœur de se montrer forcément face à des joueurs qui sont parfois plus anciens, même si à Cleveland aussi, avec Mobley, on a un rookie. Mais moi, ce que j'aime dans cette team, c'est qu'elle est vraiment composée de joueurs qui semblent faits pour ce challenge. En termes de skills déjà, on a Giddey, lui c'est un petit peu Mr. Fundamentals, hein, j'en parlais dans le Rising Stars, il a une super qualité de passe, de super appuis, de super dribble. Après, attention, c'est pas forcément le joueur le plus rapide, il a ce côté follant un petit peu, mais peu importe, des qualités il en a. On a aussi Cade Cunningham, hein, pour lui c'est pareil, il sait tout faire, c'est un meneur pur qui peut tout à fait briller, sa polyvalence qui est impressionnante, hein, qui représente ses principales qualités, qui définit son profil, ça peut être très utile dans ce challenge. Et enfin, c'est la même pour Scottie Barnes, pareil, un joueur très polyvalent, qui lui, contrairement aux 2 autres, ok, ne joue pas meneur, mais c'est quand même un vrai ball handler avec de réelles qualités dans le playmaking, et tout ça, ça me hype. En fait, ce qui me pose le plus de questions dans cette team, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sniper, il n'y a pas vraiment de shooter. Aucun des 3 n'a de grosses qualités au tir extérieur. Et vu que le tir, mine de rien, ça aura une grosse valeur dans ce concours, et que ça se jouera même sur un shoot au milieu du terrain, même si forcément le shoot au milieu du terrain, il y a aussi la réussite qui rentre en compte, ça pourrait peut-être les pénaliser. Mais à voir, parce que sur tous les autres domaines, à mon avis, ils peuvent être forts. Alors, pour ce Skills Challenge, l'équipe que vous voyez favorite à 48%, c'est la team rookie, avec Barnes, Cunningham et Giddey. Vous voyez les Cavaliers ensuite avec 29% en deuxième, et la team Antetokounmpo à la fin avec 23%. Donc moi je vous aurais rejoint aussi, la team rookie, trop de vitesse, trop de fougue, trop de qualité de passe. Alors bien sûr ça manquera un petit peu de shoot, il faudra juste qu'ils mettent leur tir, mais sur tout le reste à mon avis c'est l'équipe la plus skillée, et dans un skill challenge je pense que les skills c'est plutôt utile. Parlons du concours de shoot à 3 points, et moi je le cache pas, j'aime bien ce concours, et ça fait des années
que c'est peut-être le moment qui me hype le plus lors du All-Star Weekend. Et depuis quelques années, en plus de ça, le 3-point contest a également vu son format évoluer, hein, c'est un petit peu la mode pour tous les concours, mais là on va voir le même fonctionnement que celui qu'on avait l'an dernier. Chaque joueur aura 70 secondes maintenant, avant c'était 60 secondes, pour prendre 27 shoots, contre 25 avant. Donc il y aura 5 shoots sur 5 racks différents, bon vous connaissez, qui sont disposés tout autour de la ligne des 3 points, avec un moneyball par rack qui comptera pour 2 points, mais aussi un rack spécial qui lui sera rempli de moneyball. Mais aussi là depuis 2 ans maintenant, il y a 2 shoots à 10 mètres qui sont environ à 30 degrés, qu'on appelle la do zone, qui compteront pour 3 points. Donc pour faire simple, le nombre de points maximum que l'on peut atteindre, c'est 40, soit 10 de plus que lors de la version traditionnelle du 3-point contest qu'on connaissait dans les années 80, 90 et 2000. Donc voilà, ce nouveau concours à 3 points, avec des gros shoots de très loin, mais avec tous ces joueurs maintenant qui shootent du logo, c'est peut-être pas plus mal d'avoir rajouté ça. Et il faut noter que le champion en titre Stephen Curry, qui est maintenant le recordman all-time du nombre de tirs à 3 points marqués en carrière, ne participera pas à cette édition. Donc on aura un nouveau champion cette année. Premier candidat, Desmond Bane. Lui, je trouve qu'on en parle peu quand on parle de ce 3-point contest, et pourtant, pour moi, il fait partie des favoris. Cette saison, en prenant près de 7 3 points par match, il tourne quand même à 41%, et lors de sa saison rookie, il tournait à 43%. C'est sacrément insane. En tant que sophomore, là, il est déjà en course pour battre le nombre de 3 points inscrits par un joueur des Grizzlies en une seule et même saison. C'est quand même très très lourd. C'est un vrai shooter de série qui peut prendre d'énormes coups de chaud. C'est un super sniper, et je pense qu'il aura son mot à dire quand même dans ce concours. Ensuite, on a Luke Kennard. Lui, c'est quand même l'un de mes petits chouchous aussi, depuis son énorme perf notamment, qui était super clutch face aux Wizards. Qu'est-ce que j'ai kiffé ce match, et qu'est-ce que j'ai kiffé la rage de vaincre de Kennard et les gros shoots qu'il a mis, et croyez pas qu'il a fait que ça cette saison, hein. Cette saison, il tourne à plus de 43% de réussite, il est dans le top 3 des joueurs les plus adroits de la ligue. En plus de ça, là, le All-Star Weekend se déroule à Cleveland, lui c'est une star du lycée dans l'Ohio, il sera devant ses proches, devant son public, il aura forcément à cœur de briller, hein, pour sa première participation au 3-point contest, et Kennard, en seulement 2 saisons chez les Clips, c'est déjà le deuxième meilleur shooter all-time de la franchise, derrière JJ Redick. D'ailleurs, chez les Clips, on a l'habitude d'envoyer des participants à ce concours. On a JJ Redick, bien sûr, hein, qui a participé, mais aussi Tobias Harris, Quentin Richardson, qui sont passés par là, sauf que jamais aucun d'eux n'a ramené le trophée, donc ça fait une motivation de plus pour Kennard. Il a un côté gâchette automatique, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite, on a Zach LaVine. Lui, en début de carrière, on le voyait plutôt au Slam Dunk Contest, et d'ailleurs, il l'a remporté 2 fois, Slam Dunk Contest. Mais là, il va faire sa 3e apparition consécutive au concours à 3 points, il est All-Star cette année encore, donc il va faire les 2 événements, mais surtout, là, on le sent, son objectif, c'est de devenir le premier joueur de l'histoire à remporter le concours à 3 points, et aussi le concours de dunk dans la même carrière. Donc on sent qu'il en a envie, hein, qu'il veut faire ça, et c'est pour ça qu'il insiste, je pense, sur le concours à 3 points. Et puis, pensez pas qu'il est là juste pour faire de la figuration, hein, parce que c'est un vrai shooter, ça fait 2 ans qu'il tourne à plus de 40% dans le domaine, il en tente entre 7 et 8 par match, donc c'est quand même très lourd. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus un shooter de match, le Zach LaVine. Il a peut-être besoin de prendre son rythme avec la balle dans les mains, en posant 1 ou 2 dribbles avant de dégainer, même s'il est quand même fort en catch and shoot. Et puis, lui aussi, hein, il peut prendre de sacrés coups de chaud, il peut devenir bouillant. Donc si ça arrive le jour du concours, attention à vous, ça fait 2 fois qu'il finit 4ème, et pas de doute, à mon avis, il va avoir à cœur de faire mieux cette année. Ensuite, on a CJ McCollum, donc voilà un joueur qui lui va participer sous son nouveau maillot, il a été fraîchement transféré aux Pelicans, et McCollum, pour l'instant, même s'il a fait des bons matchs à la Nouvelle-Orléans, il a quand même réalisé quelques trucs à Portland. Il est par exemple le plus gros shooter à 3 points de l'histoire de la franchise parmi les shooting guards. Là, il participera à son 3e 3-point contest lui aussi, mais ce sera le premier sous un autre maillot que celui des Blazers. Il avait fini, par contre, il avait pas été très bon, il avait fini 7ème en 2016 et 7ème en 2017 aussi. Il a jamais fait de miracle dans ce concours, et c'est vrai qu'à la base, CJ, c'était pas forcément un pur shooter à longue distance. Moi, je le vois plutôt comme un spécialiste des pull-ups en mid-range. Maintenant, son jeu a quand même évolué depuis 5 ans. Je sais pas trop si ce type de concours est fait pour lui, mais depuis 2-3 saisons, il tourne à 40% de réussite de loin, il prend entre 8 et 9 tirs à 3 points par match, c'est un gros volume, il est devenu quand même très performant dans le shoot extérieur, alors qui sait, peut-être que motivé par l'idée de se montrer sous son nouveau maillot des Pelicans, il pourrait me faire mentir et briller dans ce concours. Là, on va parler maintenant de Patty Mills. Lui, c'est un des chouchous des fans NBA maintenant, hein, je le vois, vous m'en parlez régulièrement dans les lives, et c'est aussi parce que c'est aussi un chouchou des fans de basket FIBA, tant avec l'Australie, il a pris des coups de chaud en compétition internationale. Et il faut dire que chez les Nets, il en a encore connu quelques-uns, hein, des coups de chaud, dédicaces d'ailleurs au Christmas Day. Donc lui, il a un statut de 6e homme à la base, il a été quand même beaucoup plus responsabilité avec l'absence de Kyrie Irving, et il se classe, mine de rien, dans le top 5 de ceux qui mettent le plus de 3 points en moyenne par match. Il shoot à 42%, donc c'est quand même très très propre. À la surprise de
tous, il pourrait battre le record de franchise des Nets du nombre de 3 points inscrits en une saison, qui est jusque-là détenu par D'Angelo Russell s'il continue à ce rythme. Donc on a un Patty Mills qui est bouillant cette saison. À 33 ans, il a un mélange d'adresse et d'expérience, et je trouve qu'il est en train de jouer l'un des meilleurs baskets de sa carrière, quoi. Donc ces 9 3 points inscrits face au Thunder en début de saison, ça montre qu'il est chaud, c'était son record en carrière d'ailleurs, et c'est bien la preuve que en ce moment, cette saison en tout cas, Patty Mills est sur un nuage, et ça pourrait se confirmer avec le concours à 3 points. On parle maintenant de Karl Anthony Towns. Tout comme Lavin, son ancien coéquipier, on a un 4 qui sera All-Star cette saison, donc quitte à faire le déplacement, pourquoi ne pas se faire plaisir en participant aussi au 3-point contest. Là ce sera le seul big man de ce concours, donc il aura rien à perdre, parce que s'il échoue c'est limite normal, on lui en voudra pas, et s'il performe, il peut vraiment devenir la sensation de ce concours. Puis bon, à 3 points, de toute façon c'est loin d'être un peintre, hein. Il est le seul joueur de la ligue à tourner à plus de 20 points tout en tirant à 50% au global et 40% à 3 points, c'est déjà parlant sur sa réussite, son efficacité et son adresse. En moyenne, il prend quand même 5 triples par match. Cette saison, à 2 reprises, il en a mis 7, donc c'est quand même balèze. Alors ok, c'est un big man, mais un big man avec des qualités dans le tir extérieur. Et vu qu'il a déjà défrayé la chronique en remportant le Skills Challenge en tant que pivot en 2016, pourquoi ne pas imaginer un nouvel exploit pour ce 3-point contest pour un big man alors qu'on l'attend pas ici, Karl Anthony Towns. L'avant-dernier, c'est Fred VanVleet. Pour lui, c'est la même, ça va être sa première sélection All-Star, donc il veut la fêter comme il se doit. Il participe aussi au 3-point contest pour faire la fête jusqu'au bout. Et de toute façon, de ce qui se disait depuis le début de la saison, le mec en mourait d'envie de participer à ce contest. En interview, il a jamais caché ses intentions de s'inscrire. Alors maintenant qu'il est officiellement All-Star, autant tout kiffer jusqu'au bout. Cette saison, il marque près de 22 points par match, c'est son record en carrière. En parallèle, en NBA, il y a que Curry qui met plus de 3 points que lui par match. Et VanVleet, il tourne à 40% de réussite. C'est le mec, c'est un sacré crack dans le tir de loin. Maintenant, honnêtement, je sais pas ce que ça peut donner en concours. Lui aussi, je le vois un peu plus à l'aise en match, sur les pull-ups, après un dribble, que sur du mode catch and shoot comme au 3-point contest. Mais peu importe, avec les qualités de loin qu'il a, et puis l'adresse et la précision qu'il peut avoir, j'ai hâte de voir ce qu'il peut se donner lors de ce concours à ce 3 points. Enfin, on termine par Trae Young, le meneur des Hawks, qui lui aussi sera All-Star, lui qui sera titulaire même, et les bombes de loin, vous le savez, si vous suivez la NBA, c'est juste la spécialité du meneur de jeu. Il a un range qui est dingue, son talent n'est plus à démontrer. Je pense que la due zone à 3 points, qui va compter 3 points, elle peut vraiment être faite pour lui. Donc après avoir perdu au premier tour du contest en 2020, malgré son statut il faisait partie des favoris quand même, cette saison, on n'en doute pas, il aura à cœur de faire mieux lui aussi, surtout qu'actuellement il affiche ses meilleurs pourcentages en carrière, ça appuiera encore plus son statut de sniper d'élite s'il arrive à gagner ce concours. Donc ça compte quand même, il pourrait devenir le premier Hawk de l'histoire à remporter ce contest, et s'il fait ça, il deviendra officiellement dans l'histoire un vrai spécialiste du shoot à 3 points, et rien que ça, à mon avis, ça le chauffe le Trae Young. Alors pour vous, le grand favori, avec un peu plus de 31% des voix, c'est Trae Young, qui arrive devant, dans l'ordre, Fred VanVleet avec 17% des voix, et Desmond Bane avec 14% des voix. Après, dans l'ordre, il y a Patty Mills, Zach LaVine, CJ McCollum, Luke Kennard et Karl Anthony Towns qui ferment la marche. Moi, mon petit favori, Luke Kennard, vous l'avez pas trop kiffé, hein, vu qu'il a à peine 3% des voix. Moi, je lui aurais donné ma voix à Luke Kennard, mais ça, c'est toujours très difficile de prévoir les concours comme ça. Mais je vous dis, méfiez-vous de lui. Moi, si je mets une petite piécette, elle ira pour Luke Kennard dans ce 3-point contest. Place au Slam Dunk Contest, l'événement phare de la soirée pour conclure les concours du samedi. Malheureusement, ça fait quelques années que beaucoup disent que ça a perdu un peu de sa superbe. Je veux pas faire non plus le boomer en mode c'était mieux avant, surtout que le concours 2016 avec le duel Lavine-Gordon était vraiment très bon. C'est un de ceux que j'ai préféré all-time, mais on va pas le cacher quand même, on a vu des choses ces dernières années qui étaient bien différentes de la rivalité des années 80 entre Michael Jordan et Dominique Wilkins. Avant, il y avait une vraie compétition, je trouve, et maintenant, on cherche un peu plus le spectacle et les paillettes. Après, est-ce qu'on peut en vouloir aux dunkers pour ça? Parce que en fait, je me dis que tout a été déjà fait, ou presque. Donc c'est dur de faire preuve d'originalité. Quoi qu'il en soit, je me laisse quand même l'occasion d'être surpris, parce que à chaque fois, mine de rien, il y a des joueurs qui savent faire preuve de trésor d'imagination pour nous faire des dunks jamais vus, et je me dis que cette année, pourquoi pas, parce qu'on a des candidats qui sont jeunes, qui sont cool, qui sont talentueux, et je me dis qu'ils peuvent carrément être tous très imaginatifs. Moi, je suis hypé, franchement, par ces 4 gars-là, mais avant de les présenter, on va un petit peu parler du déroulement de ce contest. Là-dessus, rien de nouveau, le but est simple, c'est de taper les plus gros dunks possibles. Chacun des tomards sera évalué par
par 5 juges qui donneront une note qui va de 1 à 10, hein, vous connaissez tous de toute façon avec les panneaux. On additionne tout ça, et vous l'avez compris, pour chaque dunk, ça donne une note maximum de 50. Là-dessus, ça n'a jamais changé depuis le début du concours. Donc chacun des 4 candidats a 2 dunks au premier tour, et les 2 à l'issue du premier tour qui ont les meilleures notes se qualifient en finale et s'affrontent pour 2 autres dunks, et ce sont ces 2 dunks finaux qui permettent de décider du grand gagnant de ce concours de dunk. Le champion en titre, c'est Anthony Simons, et comme vous le voyez, malgré sa grosse saison actuellement à Portland, il ne défendra pas son titre dans cette édition. Alors le premier candidat, c'est Cole Anthony. Ok, Cole Anthony ne fait qu'1m88. Mais c'est pas grave, parce que moi, personnellement, en tout cas, c'est peut-être un goût qui m'appartient, mais j'ai toujours trouvé les dunks des petits joueurs plus gracieux et plus impressionnants. On a une impression d'élévation qui est tellement plus folle, avec des gars qui font autour d'1m90, que je trouve ça génial, généralement, les joueurs qui peuvent sauter comme des puces. Et Cole Anthony, à mon avis, il devrait vraiment pouvoir confirmer ce sentiment. Le mec a une énorme détente, mais aussi une tendance assez innée à vouloir faire le show. C'est 2 qualités qui sont quand même très essentielles, hein, dans un slam dunk contest. Alors après, c'est sûr, en match, on n'en voit pas des masses des dunks de Cole Anthony, parce que sa taille lui permet peut-être pas d'aller dunker sur des big men. Mais là, avec le champ libre, sans défenseur, je me dis qu'il peut faire le show. En contre-attaque, par exemple, il en met quelques-uns, hein, des dunks en match. Je me rappelle notamment d'un bon petit Omar face à Utah, par exemple, qui était plutôt cool. C'est un joueur qui a un vrai flow, et qui pourrait nous rappeler que non, il n'y a pas besoin de mesurer 2 mètres pour claquer de gros Omar. Et ça me plaît bien chez Cole Anthony. Ensuite, Jalen Green. Et je trouve que c'est cool d'avoir un rookie, parce que dans ce concours aussi, ce que j'aime souvent, c'est la fougue et l'esprit de compétition des jeunes. Jalen Green, il a réellement les deux, franchement. C'est un rookie qui vient juste de souffler sa 20e bougie. C'est un vrai showman. C'est un arrière athlétique qui est pas bien grand non plus, qui fait 1m93 et qui a qu'une envie, en fait. C'est vraiment tout péter, tout arracher. Le gamin, il semble posséder une énorme confiance en lui, et je crois qu'il est un petit peu frustré, déjà de pas avoir été drafté en numéro 1, et cette saison de pas être vraiment mis en lumière dans le chaos qui règne chez les Rockets cette saison. Du coup, je me dis que ce contest va être important pour lui. Il va avoir à cœur de briller, et ça pourrait lui permettre de se faire un vrai nom, je pense, aux yeux du grand public. Son explosivité et sa capacité à regarder le cercle droit dans les yeux, presque sans effort, ça devrait en impressionner plus d'un, et je pense que le rookie peut nous apporter beaucoup de piment dans cette compétition. Là, lui, c'est pareil, je me rappelle d'un gros dunk en transition, c'était face aux Celtics, je crois, j'avais kiffé, parce qu'il avait tout arraché, et donc Jalen Green, attention, je pense, à ce candidat. Vient ensuite Obi Toppin. Là, on a vraiment un tout autre profil, parce qu'on avait un gars d'1m88, un gars d'1m93, maintenant, on fait place à un intérieur de 2m06 surpuissant avec une détente folle. Bon, avec lui, il faut pas forcément attendre beaucoup de grâce, mais si on le surnomme Obi Top 10, c'est pas par hasard. Le mec, il peut poser des riders inversés en plein match, c'est ce qu'on a vu face aux Hawks lors du Christmas Day, et je pense qu'il aura aussi à cœur de se rattraper l'an dernier, parce qu'il est allé jusqu'en finale, avant d'échouer face à Anthony Simons, et cette saison, à mon avis, il se satisfera pas d'une deuxième place, il veut aller au bout. Donc il va vraiment, je pense, faire parler son énorme explosivité, et faire en sorte, cette fois-ci, de ramener le titre à la maison. Donc il a vécu une saison rookie très compliquée, il avait pas de temps de jeu ou très peu de temps de jeu. Là il arrivera encore plus en grosse confiance, parce que cette saison il est vraiment dans la rotation de Tom Thibodeau. Donc attention à Obi Toppin là, qui va arriver, je pense, motivé comme jamais pour prendre sa revanche. Et enfin on a Juan Toscano Anderson. On termine avec un joueur des Warriors qui est un invité intéressant, je trouve. À 28 ans ce sera le candidat le plus âgé, mais aussi en tant que non drafté ce sera peut-être l'un des candidats qui a le plus à prouver. En fait il a trouvé sa place en NBA grâce à sa volonté, sa combativité, son hustle, mais aussi grâce à sa très grosse détente verticale. Le mec est clairement capable d'aller toucher le soleil, et si vous voulez des preuves, rappelez-vous du poster qu'il a posé sur Javal McGee il y a un mois ou deux. Le truc c'était d'une violence absolue, à tel point que quelques jours après, Javal McGee, en rigolant, lui a dédicacé le poster de ce dunk. Donc ça c'était épique, et si Juan Toscano Anderson nous remontre des jumps pareils, je me dis clairement qu'il peut mettre le feu dans ce concours de dunk. Let's go! Vous êtes d'accord avec moi? Moi c'est le vote que j'aurais fait, donc j'ai pas voté forcément dans ce sondage, mais vous êtes 39% à penser que c'est Jalen Green qui va gagner, et moi aussi j'aurais dit Jalen Green, parce qu'avec sa jeunesse et sa détente de fou, et aussi la grâce qu'il a, je trouve qu'il a plein de qualités, il a puissance, agressivité, et la grâce, hein, l'élégance dans les airs, ça fait que j'aime beaucoup les dunks de Jalen Green, donc j'aurais voté pour lui, et vous êtes 39% à penser comme moi. Ensuite, en deuxième, vous voyez Obi Toppin, et lui, sa grosse puissance et sa sauvagerie, donc 32% pour Obi Toppin, et ensuite ferme la marche Juan Toscano Anderson avec 21%, et Cole Anthony, vous y croyez peu, avec seulement 7%. Je pensais qu'il aurait plus de voix, mais là-dessus, on est d'accord, le favori, c'est Jalen Green. On verra samedi soir si c'est ce qui se passe réellement. Donc maintenant, on va parler du All-Star Game. Maintenant, vous connaissez, hein, c'est plus la conférence Est contre la conférence Ouest, c'est la team
LeBron James cette année contre la team Kevin Durant, en fait chaque saison, le joueur qui a le plus de voix dans chaque conférence est capitaine, et dans une draft qui maintenant est télévisée, il choisit son équipe, donc on a eu droit à cette sélection il y a pas longtemps, mais le format aussi a changé, parce que maintenant ce n'est plus un match de basket classique où on ne regarde que le score final, en fait c'est un match où à chaque quart-temps, donc premier quart-temps, deuxième quart-temps, troisième quart-temps, c'est un temps de 12 minutes, hein, où en fait chaque quart-temps permet d'avoir une petite victoire, c'est-à-dire qu'au deuxième quart-temps on remet le score à 0-0, au troisième quart-temps on remet le score à 0-0, donc ça fait 3 petits matchs de 12 minutes chacun entre les deux équipes, mais ce qui va être super important et ce qui a pas mal rajouté de compétitivité je trouve, c'est le quatrième quart-temps. En fait, dans le quatrième quart-temps, on va, comme pour le Rising Stars, hein, j'en parlais tout à l'heure, ajouter un target score. Donc pour le définir, ce target score, on va cumuler tous les points que les équipes ont marqués dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième quart-temps, et l'équipe qui a le plus de points, on ajoutera 24 points à ce total pour faire ce target score. Et donc je sais pas, par exemple, disons que la team LeBron mène sur les 3 premiers quart-temps 101 à 100, on va mettre un target score à 101 plus 24, donc ce sera 125, et la première équipe qui arrivera à 125 gagnera le match. Et là, forcément, ça rajoute de la compétition, parce que dès qu'une équipe approche de 125, l'autre se met à défendre beaucoup plus dur pour approcher des 125 plus vite, et je trouve que cette idée est plutôt bonne, et peut rajouter beaucoup de spectacles et beaucoup d'enjeux à ce All-Star Game. Donc c'est un fonctionnement qui me plaît bien. Quand les années d'avant, avant cette règle, je trouve qu'on avait beaucoup plus de spectacles que de compétition. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, je valide à 100%. Il faut que je vous le dise aussi, le MVP de l'année dernière, c'est Giannis Antetokounmpo. Il était dans la team LeBron qui avait battu la team Durant 170 à 150. Alors, je vais vous présenter les deux équipes, hein, et on commence par la team LeBron, donc avec LeBron James, forcément, qui est capitaine. Dans le 5, avec lui, on aura Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan et Nikola Jokic. Donc ça, ce sera les titulaires de la team LeBron. Et sur le banc, on aura Luka Doncic, Darius Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Fred VanVleet. Et là, normalement, on avait James Harden, mais pendant le live, ça a été annoncé, James Harden sera remplacé par Jarrett Allen. Notons aussi que l'équipe sera coachée par Monty Williams. Donc si on parle du 5 de la team LeBron, c'est quand même sacrément équilibré, je trouve. On a Giannis et LeBron qui ont d'énormes qualités athlétiques, on a Curry qui a un énorme shoot, on a Jokic qui a énormément d'intelligence de jeu, qui peut être playmaker, qui peut être scoreur, qui peut jouer partout aux 3 niveaux en attaque, et un DeMar DeRozan qui a aussi énormément de polyvalence et de grosses qualités en mid-range. Offensivement, si on fait le bilan de ce 5, il y a du talent sous les panneaux, il y a du talent à mi-distance, et il y a du talent à 3 points. On a aussi des gars qui peuvent fuser en contre-attaque, hein. Là je pense notamment à Giannis Antetokounmpo, et des alley-oops qui, à mon avis, peuvent être envoyés de toutes parts, donc c'est vraiment enthousiasmant ce 5. Donc basketballistiquement parlant, je trouve que c'est hypant, c'est plutôt cool. C'est ultra complémentaire, c'est ultra polyvalent, mais ça peut aussi garantir le spectacle, hein, pour un All-Star Game, donc c'est tout ce qu'attendent les fans. Par contre, sur le banc, on va pas le cacher, et heureusement là qu'il y a Jarrett Allen qui arrive, parce que ça manque de taille. Voir que LeBron, encore une fois, a refusé de choisir Rudy Gobert, ça me bute un peu, hein. Je crois qu'il est un peu blacklisté, il a été choisi à l'avant-dernière place, parce que c'est Harden qui a été choisi en dernier. Je veux pas aller jusqu'à dire qu'il y a du bashing, mais pas loin concernant Rudy Gobert. Donc à part Jimmy Butler qui est un poste 3, mais qui mesure à peine plus de 2 mètres, le mec, à part Jarrett Allen qui est arrivé, mais c'est pas LeBron qui l'a sélectionné, le mec n'a quand même pris que des arrières. Regardez par vous-même, hein, il suffit de regarder la liste. Après c'est cool, hein, il a beaucoup de playmaking, avec des mecs comme Doncic, comme Chris Paul, comme Darius Garland. Bon, James Harden sera plus là, mais bon, vu tous les playmakers qu'il y a, c'est pas bien grave. Ça se peut aussi que la balle circule sacrément bien, hein, avec ces gars. On a VanVleet et Donovan Mitchell qui apporteront du scoring, qui apporteront leur qualité athlétique, notamment pour Mitchell, et VanVleet peut apporter son shoot. On a Butler qui pourra utiliser sa polyvalence des deux côtés du terrain, et des qualités sur le banc, c'est indéniable qu'il y en a. Par contre, je trouve que le 5 est super bien construit, mais que le banc pose un peu plus de questions en termes de fit et de complémentarité, parce qu'on a beaucoup de profils qui se ressemblent, et je trouve pas ça totalement ouf. Heureusement, après, il s'agit que d'un All-Star Game, où le spectacle, l'attaque et le fun vont être mis en valeur avant tout le reste, peut-être à part le dernier quart-temps où ce sera un peu plus compétitif, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de défense dans les 3 premiers quart-temps, donc cette équipe, même si elle manque de taille, devrait faire l'affaire, d'autant plus maintenant qu'on sait que Jarrett Allen arrive dans le roster. La team Kevin Durant, nous avons Joel Embiid, Ja Morant, Jason Tatum, Trae Young et Andrew Wiggins qui seront titulaires. Sur le banc, on a du Devin Booker, du Karl Anthony Towns, du Zach LaVine, du Dejounte Murray, du Chris Middleton, du LaMelo Ball, du Rudy Gobert, et le coach sera Erik Spoelstra du Miami Heat. Donc on commence par analyser le 5 de départ, et malheureusement, c'est bien dommage,
nuages, le capitaine Kevin Durant, qui est blessé et ne sera pas là. Du coup, on va s'appuyer essentiellement sur un axe meneur pivot, je pense, dans ce 5, qui sera composé de Ja Morant et Joel Embiid. Les deux joueurs font partie des candidats potentiels pour le trophée de MVP en fin de saison, donc ça peut envoyer du lourd. Entre la puissance de Joel et les drives de Morant, la raquette devrait vraiment être attaquée non-stop du côté de la team KD, donc la raquette de LeBron pourrait souffrir. Donc attention justement au manque d'intérieur dans l'effectif de LeBron, parce que s'il n'y a pas de protecteur de cercle face à Embiid et Ja Morant, ça pourrait être violent. En parallèle, on ajoute Trae Young qui brillera lui aussi pour son playmaking, mais qui pourra aussi créer du spacing en envoyant des bombes de loin, c'est intéressant. Et pour compléter le tout, on a un Jason Tatum qui les soirs où il est dedans peut se muer en alien au niveau du scoring. Et en ce moment, ça tombe bien, il est un peu sur un nuage avec une équipe de Boston qui n'arrête pas de gagner. Donc tout ça, c'est cool. Je pense qu'il a clairement le profil d'un MVP du All-Star Game, Jason Tatum. Je dis ça, je dis rien, on verra bien ce qui se passe, c'est difficile à prévoir, mais à mon avis, il peut faire partie des candidats s'il est bien chaud. Pour finir ce 5, on a Andrew Wiggins, qui est un petit peu l'invité surprise parmi les starters. Lui, il jouera de sa polyvalence des deux côtés du terrain pour faire toutes ces petites choses, même si c'est pas toujours ce qui est le plus utile dans un All-Star Game. Il pourra aussi briller avec ses qualités athlétiques, il pourra aussi faire le spectacle pour sa première sélection, et Andrew Wiggins peut lui aussi avoir un rôle dans ce 5 de départ. Après, en termes de talent pur, je me dis que le 5 de KD est peut-être un poil moins hypant que celui de LeBron. L'absence de KD est vraiment préjudiciable et aussi responsable de ça. Par contre, je trouve que le banc est vraiment, vraiment mieux construit. Lui, il a du monde à tous les postes, et aussi, surtout, ce que j'apprécie, c'est qu'il a pris des profils bien différents. Bon, on a vu que Durant, il voulait absolument pas pick Harden, mais peu importe, il a réussi à construire quelque chose de lourd. Si on commence par les pivots, chose que LeBron n'a pas trop maintenant, enfin, ce que je disais, à part Jarrett Allen, il a quand même deux bons big men au profil bien différent, avec Rudy Gobert qui sera spécialiste de la défense et de la protection de cercle, et Towns qui lui est spécialiste de l'attaque. Spoelstra pourra varier les plaisirs dans la peinture, et lui qui aime bien s'adapter et changer de line-up en fonction de l'adversité, même si encore une fois c'est pas le but du All-Star Game, il pourra kiffer. Et pour les meneurs, c'est pareil, il a deux gars super polyvalents mais qui sont complémentaires. On a la Melo Ball qui peut vraiment se régaler dans un All-Star Game, avec sa vitesse, sa qualité de passe et son jeu offensif, tandis que Dejounte Murray, en bon spécialiste de la défense qu'il est, peut lui aussi apporter son playmaking et ses qualités variées. J'aime bien tout ça, et je pense qu'un mec comme Murray, dans le dernier quart-temps, s'il se met à vouloir défendre lui aussi, il peut être très important en termes de compétition. Surtout qu'à tout ce beau monde, faut ajouter deux des meilleurs arrière-scoreurs en NBA, Zach LaVine et Devin Booker. Franchement, c'est très 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 lourd, c'est deux gars qui font partie des principaux snobés parmi les titulaires, donc ça montre leur niveau à Booker et Zach LaVine, et voir que Durant a réussi à les réunir tous les deux sur son banc, je trouve que c'est plutôt bien. Ils apportent sans aucun doute beaucoup de shoots, de la vitesse, des brouettes de points, et puis pour finir ce roster, on a un Chris Middleton, un joueur qui est discret, qui est peut-être pas fait pour un All-Star Game à la base, mais qui est un mec super super intelligent, qui est performant des deux côtés du terrain, qui sans doute saura apporter sa pierre lui aussi si le match est serré et si les deux teams veulent être un tant soit peu compétitives. Donc honnêtement, je le répète, moi ce banc il me plaît beaucoup, et je pense que là, quand on fait un petit peu le bilan entre la team LeBron James et la team Kevin Durant, ça va être difficile de choisir un roster, et à mon avis ce sera plus une question de préférence, et c'est pour ça que je vais faire appel à vous. Alors pour vous, à 62%, c'est la team Kevin Durant qui va s'imposer face à la team LeBron, pour qui vous êtes 38% à avoir voté. Donc moi aussi, je pense que j'aurais choisi la team Durant, parce que je trouve que le banc est trop fort, et quand ça va aller piocher dans les rotations, je trouve qu'on a encore plus de joueurs de qualité du côté de la team Durant, et comme je disais, beaucoup plus complémentaires. Même si maintenant la team LeBron m'intéresse encore plus avec l'arrivée de Jarrett Allen, j'ai un petit faible pour la team Kevin Durant, même si le 5 de LeBron, je trouve quand même sacrément violent. Pour ce All-Star Game 2022, vu que vous avez choisi la team Kevin Durant comme favorite du match, je vous ai fait choisir un MVP dans la team Kevin Durant, et pour vous, le MVP de ce match des étoiles sera Ja Morant, avec quand même 50% des voix, donc vous êtes 1 sur 2 à avoir voté pour Morant, vous croyez fort en lui. En même temps, c'est vrai qu'avec la saison qu'il fait et le fait qu'il ait envie de tout casser, je comprends que vous ayez voté pour lui, donc c'est votre favori. Celui qui arrive en deuxième, c'est Joel Embiid avec 23%. Moi, je vous avoue que c'est mon cœur et mes préférences qui m'auraient potentiellement fait voter pour lui, et il faut dire qu'en ce moment, il fait partie aussi des favoris pour être MVP de la saison. Donc, imaginez Embiid faire un gros match, pourquoi pas, surtout qu'il a pas pu participer à l'édition de l'année dernière au dernier moment parce qu'il était positif au Covid, enfin il était cas contact en tout cas. Troisième, la Melo Ball, à égalité avec Zach LaVine. Donc voilà pour vous vos candidats favoris pour le trophée de MVP du All-Star Game dans la type KD. Ja Morant loin devant Joel Embiid, la Melo Ball et Zach LaVine. Donc on verra ça. Team KD vainqueur pour vous et Ja Morant MVP.
Voilà pour ce qui est des différents événements du All-Star Weekend, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec les favoris du chat? Dites-moi tout ça en commentaire et nommez-moi vos favoris pour chaque événement, ça m'intéresse. Sinon, je vous le rappelle, pour mater tout ça, ce week-end, ça commence vendredi soir, ça finit dimanche soir, le mieux, c'est le NBA League Pass, évidemment. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là sur YouTube parce que c'est super important et ça soutient à fond ça pour le référencement et la mise en avant. Et tant qu'on parle de soutien, merci du fond du cœur à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee ou qui ont prévu de le faire, j'ai besoin de vous. À très vite.